Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Après 50 ans de carrière, vous présentez votre nouvel album, le 16e, comme le dernier. Une sortie en pleine gloire pour celui que vous demeurez, un musicien résolument plus que jamais dans la note. Bonjour Alain Chamfort. Bonjour Jacques. Alors on se retrouve et on se connaît depuis longtemps. Vous aviez même été au début des Clés d'une vie, mais là on arrive pratiquement à la 1300e émission. Donc vous avez fait du chemin. Ça se fête. Ça se fête, surtout ce qui se fête, c'est la sortie de votre nouvel album qu'on va évoquer. Mais le principe des Clés d'une vie, ce sont des dates clés de votre carrière et il y en a un paquet. J'imagine. Alors j'en ai choisi quelques-unes. D'abord il y a un 18 juin, historique aussi, mais pour d'autres raisons. C'est votre première émission de télévision avec cette chanson. Je ne peux plus rester comme ça dans cette ville qui me dégoûte. Je veux partir, une chanson que vous avez interprétée alors que vous arrivez, c'est paradoxal. Absolument. Mais oui, c'est la première chanson que j'ai composée dans ce groupe qui s'appelait Les Mods et qui a duré le temps de la chanson, quoi. En tout cas, on vous voit dans cette émission qui vient de paraître, qui est l'ancêtre des émissions de variété à la télévision, où on présentait des nouveautés. Et le présentateur Pierre Brive a lui aussi créé Discorama avant Denise Glaser. D'accord, j'ignorais ça, oui. Alors, il se trouve que vous passez sous le nom d'Alain Legovic, qui est votre vrai nom. Oui, puisque j'étais baptisé Alain Chamfort par Claude François plus tard. Oui, on va en parler justement, mais vos jeunes années, d'abord c'est 3 ans à Clichy dans un petit appartement, c'est ça? Oui, sur cour, un premier sur cour, très modeste, il n'y avait pas de salle de bain, il y avait une baignoire en aluminium dans laquelle on remplissait d'eau chaude pour me donner mon bain, je me rappelle, et puis une chambre unique, et puis voilà, je me rappelle plus où je dormais. Mais assis dans la chambre de mes parents, je dormais, parce qu'on est parti de cet endroit, vers 3 ans. Donc, oui. Voilà. Vous allez à Aubonne dans le Val d'Oise. Absolument. Qui est d'ailleurs où Albert Uderzo a vécu et où plusieurs scènes du fabuleux destin d'Amélie Poulain ont été tournées. Ah bon, ça je savais pas. Ah. Et oui. Pourquoi Aubonne? C'est pas moi qu'il faut poser la question, c'est à mon père. Je vais vous dire pourquoi, si je sais. C'est parce que c'était une résidence qui a été construite par des ouvriers qui se sont réunis. Ils travaillaient tous dans le même lieu. Ils travaillaient à la Thomson et ils ont créé un groupe qui s'appelait les Castors. Ils ont construit leur propre maison. Voilà. Et alors ils ont choisi ce terrain sur lequel ils ont bâti toutes les maisons. Et votre père travaillait avec eux? Et mon père travaillait Oui, alors il faisait les mains d'œuvre, si vous voulez. Il faisait appel au corps de métier pour les choses essentielles. Et puis eux, ils aidaient pour que ça coûte moins cher et puis que ça aille plus vite, quoi. Et vous avez grandi comme ça au milieu des vergers en pleine nature? Absolument, oui. Oui, c'était vraiment la campagne. Hein. C'était 20 minutes de Paris, par le train, c'était le train vapeur à l'époque, mais bon, on était en pleine campagne, oui. Ça a bien changé depuis. Alors, c'est à Aubonne que vous découvrez le piano, et vous passez, mais tout de suite, vous avez une passion pour le piano, Alain Chamfort. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que très tôt, moi j'avais une marraine qui était professeure de piano, et elle a vite réalisé que j'avais de l'intérêt pour la musique et pour le piano notamment, donc elle a prévenu mes parents, qui n'étaient pas musiciens, eux, et ils ont eu la bonne idée de l'écouter, donc ils m'ont fait apprendre le piano très jeune, quoi. Et au premier cours, je crois que c'était à Enghien-les-Bains. Madame Mouisset, je me rappelle, Madame Mouisset-Calvo. Et je prenais des cours, j'allais tous les mercredis, je crois. Non, tous les jeudis, à l'époque, c'était le jeudi qu'on avait pour l'école. Oui. Ouais. C'était l'arrière-salle du casino, je crois. Alors, non, elle avait un petit appartement devant les voies ferrées qui menaient à la gare d'Enghien-les-Bains, mais on donnait tous les ans, à la fin d'année, on faisait une petite audition devant les parents d'élèves, etc. Et là, c'était dans la petite salle des fêtes qui est proche du casino maintenant, et je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette salle. Elle existe toujours, mais je ne sais pas ce qu'ils en font. À l'époque, le casino d'Enghien, c'était l'un des rares casinos où on pouvait aller jouer près de Paris, c'était 100 km. Pas encore, hein. Voilà. Et il y avait un restaurant, les Ducs d'Enghien, qui désemplissait pas les soirs de casino. Ah oui. Et puis il y avait un hôtel thermal aussi, Enghien. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Alors, le piano, ça marche tellement bien que vous passez des concours. Et je crois que votre premier trophée, c'est le concours Nérini en 1959. Oui. Alors, je les ai passés à plusieurs reprises. J'ai eu des prix d'honneur, des premiers prix, je croulais sous les diplômes à l'époque, et surtout on ressortait de ces auditions, de ces concours avec un petit disque souple. On enregistrait notre petite performance et on repartait avec un disque. Mes premiers enregistrements datent de mes 12 ans, quoi. 57, 58, 59, je crois, les 3 concours. Oui, donc vous voyez, vous avez bonne mémoire, hein. Alors il se trouve que Nérini, c'était un musicien, Émile Nérini, qui a ensuite passé le flambeau à son père, Pierre Nérini, mais juste après les concours, en 60, et c'était un concours réservé aux jeunes talents.
Absolument, oui, qui avait lieu à la Schola Cantorum, dans une salle à côté du Val-de-Grâce, là par là-bas. C'était, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est là-bas qu'on passait ces auditions, ces concours. Et voilà. Et à l'époque, il se trouve que vous auriez pu devenir un musicien classique. Vous auriez pu faire le conservatoire et vous l'avez préparé. Voilà, j'ai travaillé mon œuvre à présenter pour l'entrée au concours du conservatoire et puis je me suis découragé. Voilà, je me suis découragé avant de présenter ce concours. J'avais plus envie. J'avais envie de faire de la musique que j'entendais à la radio, de faire du jazz, du rock and roll, je sais pas, enfin faire des musiques qui étaient inscrites dans leur époque, dans mon époque, et non pas de continuer à fréquenter ce monde un peu de la musique classique qui à l'époque était vraiment vraiment il y avait une scission entre un monde très bourgeois et puis moi qui étais plutôt d'un milieu modeste, donc je me sentais pas trop à ma place dans ces endroits-là, quoi. Voilà. Et résultat, vous allez au Golf Drouot où il y a les Shakers et les Murators qui vous rapportent un prix. Alors oui, voilà, plusieurs prix aussi là cette fois-ci, et puis surtout non, avec les Murators, oui, j'ai gagné beaucoup d'argent avec les Murators parce qu'on jouait tous les dimanches dans une salle à Argenteuil, ce qui faisait mon argent de poche, qui me permet de rembourser l'orgue que mon père m'avait gentiment offert. Et puis après, j'avais de l'argent qui me permettait d'aller à Londres, de faire des voyages comme ça, qui étaient à l'époque, j'avais 14-15 ans, c'était vraiment, j'avais la grande liberté, quoi. Vos premiers concerts, je crois, à Argenteuil, c'est la Porte Saint-Germain. La Porte Saint-Germain, ouais. Ah oui, totalement. Et il y avait une jeune fan qui voulait chanter avec vous, et ensuite vous avez été son choriste un soir historique. Séverine qui remporte l'Eurovision pour Monaco en 71. Ouais. Avec la France est 4e avec un jardin sur la terre d'un débutant qui s'appelle Serge Lama. Ah oui, ça je savais plus, j'avais oublié. Ouais. Et vous êtes choriste? Et moi j'étais choriste, bien sûr. Alors Séverine n'est trop comme ma voisine qui s'appelait Josiane avant de s'appeler Séverine. Et comme je l'entendais chanter très joliment à travers les clôtures de nos maisons respectives, et que mes musiciens, enfin dans le groupe dans lequel j'étais, qui s'appelait les Murators, cherchaient une chanteuse, je leur ai conseillé d'écouter Josiane, qui est venue, qui a fait son casting, qui a été engagée par les Murators. Et puis, elle a fait son petit chemin. Et puis, petit à petit, elle a été repérée par Georges Habert, à l'époque, qui était un auteur qui faisait beaucoup de traductions de chansons yéyé, etc. Et il l'a produite, et il a produit cette chanson, un arbre de rue, qui était écrite par Jean-Pierre Bourter et Yves Desca. Et à l'époque, moi, j'avais créé un groupe de choristes avec Michel Pellet. Enfin, on était déjà chez Claude François. Hein, ouais. Et on faisait des chœurs on faisait 3-4 séances par jour. On n'arrêtait pas. Tous les enregistrements des années 70, on est quasiment dessus, quoi. Voilà. Et vous avez également, avec ces Murators, été repéré par un autre chanteur célèbre. 700 millions de Chinois. Et moi. Avec ma vie, mon petit et moi, vous êtes l'un des musiciens sur ce disque historique. Alors, pas sur celui-ci. Moi, j'ai enchaîné. Après tout ce qui a été enregistré à partir des Moi et moi, je suis dessus en tant que pianiste. Mais les Moi et moi, c'était son premier 45 tours qu'il a enregistré au même moment que moi je chantais avec les Mottes, dans le même studio. Et on s'est rencontrés à cette époque-là, mais son disque était déjà enregistré, donc je ne l'ai pas accompagné. Et les Mottes n'ont pas eu le succès qu'on espérait. Et on était donc très disponibles, et Jacques sortant et moi, Mini, etc., qui a fait immédiatement un gros succès, il nous a réquisitionnés et on l'a accompagné après pendant à peu près 2 ans, oui, une bonne 2 ans, et puis on faisait ces enregistrements. Donc après, c'était les Playboys, J'aime les filles, les Cactus, tout ça, c'était des titres sur lesquels j'ai joué. Oui. Voilà. Et il se trouve que au départ, Jacques Dutronc, c'était un pari. Il déjeune avec Jacques Lanzmann, qui dit une chanson, ça se fait en 2 minutes. Et ouais. Jacques Wolfson, le directeur de Vogue, leur dit allez-y, essayez. Et ils écrivent et moi. Et Wolfson demande à Dutronc d'enregistrer comme un gag. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont au départ essayé de chercher un interprète. Oui. Et puis ils ont essayé avec Adi Calafat, qui était un copain de Jacques. Le guitariste, oui. Ouais. Et donc ils n'étaient pas convaincus, je pense, par la version de Adi. Et finalement, ils ont gardé celle de Jacques, qui était une espèce de maquette au départ. Et lui, il a jamais voulu chanter, Jacques. Hein, et jamais, il a jamais voulu rien faire d'ailleurs. C'est pareil. Il voulait pas être acteur, il voulait rien. Et il a fait la carrière qu'on lui connaît, quoi. Il se trouve que Calafat était un homme de confiance de Jacques Dutronc. Et quand il arrivait dans les émissions de radio, il était accompagné de Calafat, qui était habillé en homme préhistorique avec une massue.
Oui, voilà, il avait fait un disque aussi qu'à la fin, je sais plus comment ça s'appelait, il faudra retrouver, vous qui avez toutes les archives dessus, vous allez retrouver facilement. Mais c'est une époque de folie, parce que les tournées avec Dutronc, c'était la dégag permanent, Alain Chamfort. Oh bah oui, il était très très drôle, Jacques, il avait le sens il savait imiter, il était un imitateur remarquable, il a été caricaturiste aussi, il arrivait à redessiner des choses. Enfin, et puis surtout, il avait tellement rien à faire de rien qu'il n'était pas du tout dans l'état d'esprit d'un chanteur qui se prenait au sérieux, quoi. Donc nous, il nous entraînait partout avec lui parce que ça l'amusait, que ça le rassurait aussi parce que c'était un tempérament un peu timide, et donc on vivait par personne interposée, on vivait sa vie, quoi. On était un petit peu sa bande, on se quittait jamais, on allait dans les hôtels avec lui, on allait en tournée, évidemment, on descendait dans les châteaux et relais comme des princes, alors qu'on n'avait pas, évidemment, on gagnait pas autant d'argent que lui. Et puis, il nous a entraînés sur ces séances d'enregistrement, sur les photos, quand il faisait des séances de photos, à la radio, enfin tout, on vivait comme des petites vedettes à côté de lui, quoi. Et ensuite, vous êtes devenu une vedette, et on va en parler avec une autre date importante, le 28 mars 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Chamfort. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alain Chamfort. Nous parlerons tout à l'heure de cet album, le 16e, que vous avez enregistré avec votre talent de musicien et d'interprète habituel. Et on revient sur votre parcours, qui a débuté avec Dutronc, mais qui a évolué. Et le 28 mars 1974, une date historique qui presque vous rejoint, c'est l'arrivée d'Alain Colas à Saint-Malo au terme de son tour du monde de 6 mois sur le Manureva, ancien Pentwick. Ah oui, effectivement. Oui. Et c'est un souvenir qui est à l'origine de cette chanson. Cette chanson est culte encore aujourd'hui, on l'entend dans les discothèques et la jeune génération la connaît, ce que vous n'auriez jamais imaginé au départ. On ne peut jamais imaginer ça, on espère évidemment. On espère simplement que ça ne déplaît pas, et puis ça ne déplaise pas, et puis ça a pris une telle dimension qu'on ne pouvait pas du tout l'imaginer. C'est sûr que c'était un moment assez dingue, quoi, oui. Alors au départ, la chanson s'appelait California, je crois. Adieu California. Et vous avez osé dire à Gainsbourg que c'était pas terrible comme parole. Oui, mais ça me semblait indispensable quand même quand on fait, quand on est partie prenante dans ces chansons. Moi, j'écris toujours mes musiques. J'avais envie que les textes soient au moins au même niveau que les musiques, quoi, que c'est important. En plus, que la plupart des gens qui sont auteurs-compositeurs, ils écrivent dans un élan, si vous voulez. Normalement, la musique et le texte viennent à peu près en même temps. Quand on est juste compositeur, après, on dépend évidemment de la qualité du texte qui va être chanté dessus. Et moi, j'ai toujours fait attention à ce que, au niveau de la qualité des textes, quoi. Donc, je trouve que Serge méritait mieux qu'Adieu California, qui m'avait présenté dans un premier temps. Donc, il a retravaillé gentiment, d'ailleurs. Oui, après un dîner, d'ailleurs, où vous avez évoqué la disparition mystérieuse d'Alain Colas, qui n'a jamais été élucidée. Voilà, c'est pas moi qui l'avais voté, parce que je ne la connaissais pas, mais ils avaient dîné avec 2 navigateurs. Il y avait Rick Guidel, entre autres, et son coéquipier, dont j'ai jamais le nom en mémoire, puisqu'ils avaient demandé, eux, que Jane Birkin soit la marraine de leur bateau. Ils partaient aussi pour une course. Et alors, pour se rencontrer, pour se connaître un peu, ils ont fait un dîner ensemble, et Jacques et Serge a été présents au dîner, et c'est là où ils ont évoqué le Manureva, et ça a fait tilt dans la tête de Serge, et comme il savait que j'attendais un autre texte, il a profité de ce terme, c'est un mot polynésien, qui veut dire d'oiseau. Enfin, je crois qu'ils appellent les avions Manureva là-bas. Et je crois qu'il a écrit la chanson dans la nuit, il vous a réveillé pour dire c'est prêt. Oui, voilà, il m'a appelé. À l'époque, on ne savait pas qui appelait, vous savez, il fallait décrocher son téléphone comme ça. Et puis il m'avait susurré Manureva. Et j'ai été tout de suite, je savais que c'était là, quoi. Mais c'est fou, quand il a enregistré son disque à la Jamaïque, il est arrivé, il n'avait rien écrit. Ouais. Et la veille de l'enregistrement, il met dans sa chambre d'hôtel 12 feuilles de papier avec 12 titres, et le lendemain matin, tout était écrit.
C'est vrai. Et après, il pensait en faire une méthode, parce que comme c'était son premier disque qui a marché le plus, quand on a travaillé ensemble par la suite sur l'album qui s'est appelé Amour année zéro, il avait pratiqué de la même manière. C'est en une nuit, il m'avait fait 12 chansons, mais elles étaient achetées par contre. C'est autre chose. Alors, votre carrière de chanteur, elle a commencé d'abord par des musiques pour Claude François, car Claude François vous a repéré aussi quand vous étiez encore Alain Legovic. Voilà, alors on est allé voir Claude présenté par Bline Buggy, qui est une femme auteure, une autrice qui a été à l'origine de beaucoup de chansons, notamment de tubes de succès de Claude François. Le premier, Belle Belle Belle, c'est elle. Belle Belle Belle, c'est avec elle, effectivement, oui. Et puis alors plein d'autres après, par la suite. Et on connaissait Evelyne, elle nous a pris sur ses petites ailes et elle nous a un peu présenté à l'ensemble des gens de ce métier, les éditeurs, etc. Et c'est à ce titre-là qu'on a été présenté à Claude un jour. On est allé chez Flèche, on lui a fait notre petite... on a joué deux, trois chansons qu'on venait d'écrire. Et il a repéré qu'il y avait certainement je sais pas, une capacité à faire des choses avec Michel Pellet, mon copain. Là, il nous a engagés tout de suite. Il nous a proposé un contrat d'édition. Et donc, il y a eu d'abord des chœurs et vous avez fait votre premier disque. Et comment êtes-vous devenu Alain Chamfort? Est-ce que ça a un rapport avec l'écrivain, le philosophe? Oui, totalement. Oui. Mais ça, c'est-à-dire que les chansons, on les présentait à Claude en priorité. Et comme il se décidait pas à les chanter lui-même, un jour il nous a dit je les aime bien vos chansons, vous devriez les chanter vous-même. Bon, il nous proposait de faire un duo. Nous, on n'avait pas très envie de chanter ensemble. Bon, on s'en a fait tirer un peu au sort, comme ça, c'est tombé sur moi. Et donc, j'avais pas très envie de prendre le risque. Donc, je vais changer de nom. Je voulais pas mettre ma photo sur le premier 45 tours. Et Claude a accepté. De toute façon, il n'était pas non plus favorable à ce que je continue de m'appeler mon patronyme Legovic, parce qu'il trouvait que ça sonnait trop breton, justement. Et il a ouvert le Larousse. Il était allé au nom propre, et puis au hasard, il a cité 2-3 noms, et puis c'est tombé sur Chamfort. Il a dit ça c'est pas mal, c'est romantique, etc. Voilà. Il faut savoir que Chamfort était aussi un pseudonyme au départ, c'est-à-dire que le poète, l'écrivain dont les pensées sont célèbres s'appelait Sébastien Roch Nicolas. Oui. C'est drôle, c'est un pseudonyme, ça marche comme ça. Et c'est ainsi qu'est née la première chanson, premier succès. Il y a quand même un esprit Claude François dans cette chanson. Totalement, on faisait du sur-mesure pour Claude, nous, donc on essayait de respecter tout ce qui pouvait lui plaire, quoi. Et moi, je me souviens vous avoir rencontré à cette époque, Alain Chamfort, mais c'était terrible. Les minettes étaient à la porte des studios de radio, devant les bureaux, et vous réclamaient en hurlant. C'est-à-dire, j'avais, grâce à Claude, effectivement... et comme c'était lui qui me mettait sur le marché, en gros, une grande partie de ses fans m'avaient accepté tout de suite. Donc j'avais un petit peu le même type de réaction que lui, quoi. Oui, mais c'était pas facile à vivre non plus, parce que avoir des jeunes filles aussi charmantes soient-elles qui vous courent après toute la journée. Oui, enfin, c'était moins que lui quand même. C'était à une échelle plus acceptable, plus raisonnable. Mais malgré tout, c'est vrai que bon. Puis quand on débute, on est jeune chanteur, c'est quand même assez flatté que ça nous arrive ce genre de choses, quoi. Mais travailler avec Claude François, c'était pas facile. Moi, je me souviens que pendant ces concerts, quelquefois, il y avait un problème d'un musicien, il se retournait pour l'insulter, mais le public n'entendait rien parce que le public criait. Oui, bien sûr, mais Claude, il changeait les paroles de ses chansons, il improvisait pour dire à un musicien tu ne seras pas payé ce soir, etc. Il incluait ça dans la chanson. Et il leur mettait des amendes, tout. Il pouvait être dur, hein, c'est sûr. Ouais. Mais en même temps, ça vous a appris le métier. Oui, bien sûr, oui. Mais avec nous, il était charmant. Avec nous, il était toujours très, très agréable. On n'a rien sauf à la fin où j'ai commencé à me faire des petites bêtises comme ça sur scène, des petites vengeances personnelles, parce qu'il me considère un peu comme un espèce de concurrent. Bon, mais bon, ça, on a gardé quand même des bonnes relations. Enfin, puis j'y dois beaucoup plus que ce que j'ai à lui reprocher, en gros. Hein. Oui, exactement. Et ça a été des belles fiançailles avant un mariage à l'essai, votre premier disque. On s'est mariés sans bruit un samedi matin, en se disant on verra bien, un vieux copain de lycée. Alors c'est une chanson peu connue, c'est votre premier album, Alain Chamfort. Alors ça, c'était le deuxième. Oui. Le premier, c'était chez Flèche. Oui. Non, mais le premier hors de Flèche. Voilà, alors c'est quand j'ai signé chez CBS.
après avoir quitté Claude. Donc j'avais envie de faire des chansons un petit peu différentes, de me chercher et d'essayer d'explorer un petit peu d'autres formes musicales. Et puis petit à petit, ça demande un certain temps avant de se trouver, de savoir pourquoi on est fait, etc. Au départ, moi j'avais juste envie d'être musicien, mais Claude me bridait un petit peu. Enfin, il voulait me ramener vers des choses qu'il maîtrisait lui, et un style qu'il affectionnait particulièrement. Mais après, mon envie, c'était de sortir de ça et de pouvoir exister par rapport à ce que j'étais réellement, par rapport à ma vraie personnalité, quoi. Oui, et il s'est passé quelque chose qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui, c'est-à-dire que le premier disque, ça va marcher, et on vous a laissé votre chance. Aujourd'hui, on vous jette après un premier album qui ne marche pas. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, les maisons de disques se comportaient autrement qu'aujourd'hui, oui. Bien souvent, des artistes, je me rappelle que Michel Jonas... je ne peux pas poursuiter Michel Jonas, mais c'est vrai que ses premiers albums n'ont pas marché non plus. Véronique Sanson, ça n'a pas été simple. C'est des gens, il fallait qu'une espèce de confiance s'installe et qu'on leur donne une chance, une deuxième, une troisième, une quatrième. Mais ça fallait investir. Et à l'époque, les maisons de disques avaient beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui, donc c'était plus facile pour elles de pouvoir le faire aussi. Oui, et Véronique Sanson, je crois que vous avez été sa choriste. Son choriste, pardon, à Los Angeles, et que ça vous a donné envie d'enregistrer un disque là-bas. Voilà, c'est-à-dire grâce à Véronique, je suis rentré dans les studios américains à l'occasion de son album Hollywood, où j'étais allé faire les chœurs, et puis j'ai été témoin de la façon dont les Américains, et les musiciens et les techniciens, le niveau d'exigence qu'ils avaient, etc. Et ça m'a donné envie d'aller faire mon propre album là-bas, oui. Et après, vous en avez fait d'autres. Et il y a une date importante dans votre vie avec un album remarquable. C'est le 16 février 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Chamfort. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alain Chamfort. Tout à l'heure, nous parlerons de ce nouvel album, Événement, le 16e album. Mais on a évoqué vos débuts avec Claude François, avec Gainsbourg. Et le 16 février 2010, c'est la sortie d'un album qui a surpris beaucoup de gens et qui est devenu culte. Écoutez. J'ai un petit bureau à la droite de Dior, dois-je dire, de Dieu. Je ne suis qu'assistant, mes assistants. Alors c'est le premier extrait d'un album qui s'appelle Une vie Saint-Laurent, et d'après les critiques, c'est l'un de vos meilleurs albums, sinon le meilleur. Mais c'était une idée folle de faire un album sur Yves Saint-Laurent 2 ans après sa disparition. Oui, alors on l'avait fait avant, et puis après, c'est Pierre Berger qui nous a demandé d'attendre, parce que au moment où on était allé le voir pour lui faire écouter notre projet, il nous a annoncé que Yves Saint-Laurent était malade et que visiblement ses jours étaient comptés, donc ça n'aurait pas été vraiment très respectueux de sortir un album trop rapidement. Voilà, donc il nous a proposé de délayer la sortie de l'album, de le reculer, parce qu'il avait en tête de faire une exposition sur Yves Saint-Laurent au Petit Palais. Donc il nous a dit, si vous voulez... je vous mettrai dans l'exposition, vous aurez un petit enclos pour vous, un petit espace où votre disque sera joué, etc. Donc on trouvait que c'était quand même une bonne proposition, et on a respecté son envie, quoi. Comment est née cette idée de rendre hommage à Yves Saint-Laurent? Cela doit à Pierre Dominique qui est venu me voir, Pierre Dominique Burgot, avec qui je travaille aujourd'hui encore, qui avait cette idée en tête de faire un album sur la vie d'Yves Saint-Laurent. Moi, j'ai été un peu sceptique. J'ai mis un peu de temps à me laisser convaincre, parce que, évidemment, que j'avais de l'admiration pour Saint-Laurent, mais je trouvais que c'était un personnage un peu loin de la préoccupation du public, quoi, et que c'était pas très très populaire comme projet. Voilà, donc puis après j'ai quand même lu sa biographie, essayé de m'intéresser à ce qu'il était, tout ça. Et puis je me suis attaché à lui parce que, indépendamment de sa création, il avait aussi une espèce de modernité dans l'attitude. Il avait déjà assumé son homosexualité, puis il avait beaucoup participé à une espèce d'émancipation des femmes, quoi. C'est-à-dire, d'abord, il avait aussi, dans ses propres défilés, utilisé des filles de couleur, ce qui était tout à fait novateur à l'époque. Et puis, faire des smokings ou des costumes d'hommes pour femmes, c'est une manière aussi de les accompagner dans leur façon d'évoluer, etc. Enfin, voilà, il y avait aussi une volonté de
de travailler en observant les mouvements sociétaux et de les accompagner ou même de les devancer par moments, quoi. Oui. La première à l'avoir repéré, c'était Coco Chanel, qui avait dit « ce sera mon successeur ». Elle voulait lui donner sa maison, mais Pierre Berger a refusé en disant « non, on crée la marque Yves Saint Laurent ». Ah oui, ils n'ont pas eu tort. Hein. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que cet album est sorti d'une façon très particulière, en digital, sur venteprivée.com, ce qui était une première aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on avait fait le tour un peu des labels existants et ça n'avait pas retenu l'attention de qui que ce soit. Tout le monde trouvait ça un peu étrange. Comme Alain Chamfort qui chante Saint-Laurent, ça va être confus, on ne sait pas trop comment le défendre. Enfin bon, peu importe. On s'est retrouvé avec ces enregistrements sur les bras. On s'est dit, on va quand même essayer de le faire exister. Et moi qui connaissais Jacques Grandjean, qui était un copain à moi, je l'ai appelé et il nous a proposé de distribuer sur son site venteprivée.com. Et puis ça a été vraiment un truc intéressant parce que c'est la première fois qu'on utilisait ce style de distribution. L'album a marché. Alors la difficulté, c'était il n'était pas inscrit au SNEP, c'est-à-dire au syndicat qui officialise et qui valide les ventes de disques. Donc on n'a pas pu valider notre vente de disques, mais on en a vendu beaucoup. Et puis ça a permis à cet album d'exister, quoi. Voilà. Et les albums, il y en a eu beaucoup parce que à chaque fois, Alain Chamfort, vous avez fait des choses différentes musicalement. Alors, il y a eu l'album Amour année zéro à Los Angeles avec Serge Gainsbourg qui a écrit 8 des 9 titres, dont celui-ci. Bambou, c'était depuis quelques mois la dernière compagne de Serge Gainsbourg. Il l'avait rencontré à l'Élysée-Matignon, où il passait ses soirées avant d'être accompagné par le quart de police chez lui. C'était une tradition. Et c'est vrai qu'elle est arrivée dans sa vie et en même temps dans le studio où ses albums ont été enregistrés. Alors, la vérité vraie, c'est qu'on avait prévu de partir ensemble à Los Angeles. Moi, je voulais le sortir de Paris et de ses tentatives parisienne, où, comme vous expliquiez tout à l'heure, tous les soirs, il était à l'Élysée-Matignon, il rentrait alcoolisé au petit matin, etc. Et je me savais que dans ces conditions-là, on n'aurait jamais pu travailler. Donc, j'ai organisé un séjour à Los Angeles et il est venu me rejoindre là-bas, mais je lui ai laissé la surprise parce que moi, je suis pas venu tout seul. J'étais venu accompagner. À l'époque, j'ai rencontré Lio et j'étais tombé amoureux d'elle. Et donc, Serge a découvert que j'étais accompagné pendant notre voyage, et m'a demandé s'il pouvait faire venir Bambou. Donc il venait de la rencontrer, et c'est vrai qu'on a passé un séjour là-bas à travailler et à écrire cet album un peu en couple, quoi, chacun de notre côté, quoi. Voilà. Et Bambou a été une chanson, effectivement, hommage à la mère de Lulu Gainsbourg, qui est le fils de Gainsbourg, qui fait une gentille carrière de musicien, parce qu'il a la musique dans les gènes. Oui, c'est pas facile pour lui, quand porter un nom pareil, comme ça, c'est pas évident, mais je crois qu'il est talentueux, effectivement. Et c'est vrai que travailler avec Gainsbourg, c'est très particulier. Il écrit, à part Manouréva, il écrit très très vite aussi. Il a écrit trop vite. En tout cas, le dernier album qu'on a fait ensemble, ce qui s'appelait Amour année zéro, il avait toute une liste de titres qu'il me proposait et qui était magnifique. Chasseur d'ivoire, Malaise en Malaisie. Il y a un titre aussi qui s'appelait Souviens-toi de m'oublier. Enfin, tout ça, c'était des titres très évocateurs et il y a des promesses importantes. Et puis, il les a écrits sur un coin de bar la veille de l'enregistrement, et c'était pas du tout au niveau que j'espérais, de lui surtout. Donc ça a donné quelques tensions, puis finalement et il a retravaillé chaque texte, et puis il est rentré à Paris et on travaillait par téléphone. Voilà. C'était un peu plus long, un peu moins sympathique que j'aurais espéré, mais bon, les chansons, elles sont super jolies, quoi. Il a réussi à faire des très belles chansons, et c'était le principal. C'est ce que je souhaitais de notre collaboration, bien sûr. Alors ça, c'est la carrière d'Alain Chamfort, chanteur, mais vous évoquiez Lio et vous avez écrit pour elle une chanson. Elle n'a pas encore compris. Elle aurait plus de chance de gagner la loterie. La Reine des Pommes, qui est d'ailleurs une expression populaire, la Reine des Pommes. Oui. C'est une chanson qu'on a coécrite avec Jacques Duvall aussi, qui était son auteur, qui est devenu le mien après pendant de nombreux enregistrements, de nombreuses chansons. Et voilà, oui, j'avais produit cette chanson. Après, j'ai produit son dernier album qui était
Les brunes comptent pas pour des Oui. prunes, mais c'est pas moi qui avais fait la musique, là, c'était Marc Moulin. Elle avait une énergie incroyable à cette époque. Ah oui, mais toujours, je crois. Hein. Toujours. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que vous passez d'un style à un autre et vous n'avez jamais cessé d'évoluer, Alain Chamfort. On a dit de vous, dans les années 80, que vous étiez un nouveau romantique. Oui, mais il y avait oui, c'était un mouvement à l'époque qui venait d'Angleterre. Les nouveaux romantiques, il y avait plusieurs groupes comme ça, je ne sais pas les noms en tête. Là, il y avait Gonzague Saint-Brice qui avait fait à Paris le romantisme absolu et qui avait copié sur des romantiques à Londres. Oui, mais il y avait comment je veux dire, un mouvement musical qu'ils appelaient Oui. le mouvement romantique. Et voilà, bon, après, c'est des termes, vous savez, ça passe. La musique reste, mais les qualificatifs changent. Oui, mais à chaque fois, vous faisiez des choses différentes. Exemple, des chansons exotiques comme celle que vous avez évoquée tout à l'heure avec Serge Gainsbourg. Je me vois chasseur d'ivoire, juste histoire d'ivoire, plus clair dans mes pensées, couleur des verres. C'est une chanson étonnante aussi, Chasseur d'ivoire, ça n'a rien à voir avec les autres. Ah bah, j'espère que chaque chanson a sa particularité, sa singularité. Et puis, quand on est musicien, on aime bien un petit peu essayer de continuer à se surprendre soi-même, à essayer d'exploiter, d'explorer des harmonies et des mélodies qu'on n'a pas encore proposées. Oui, enfin, c'est normal. Enfin, je trouve que c'est un travail... c'est plus logique quand on fait quand on écrit soi-même ses chansons d'essayer de proposer des choses différentes à chaque fois. Oui. Être chasseur d'ivoire, ça rapporte beaucoup d'argent. Je crois qu'on vend le kilo d'ivoire à 7 000 € ou 7 000 $, exactement. Oui, bah oui, écoutez, là ça se passe dans mon dos, ça. Et puis il y a eu aussi une victoire de la musique pas comme les autres pour un vidéoclip réalisé par Jean-Baptiste Mondino. Il y a chez moi un hôte indésirable, insaisissable, qui vit sous mon toit, qui dort. L'ennemi dans la glace, ça aussi c'est un titre étonnant. Alors c'est pas une victoire de la musique, c'est une victoire du vidéoclip, c'est assez rare. C'était mérité là, Oui. parce que Jean-Baptiste a fait un vrai travail de création, c'est-à-dire que c'était le principe du morphing. C'est l'image qui se transforme comme ça, une image A et une image B, et elle fait un calcul pour se transformer de manière assez magistrale comme ça. Et donc, mais généralement, vous savez, c'était des techniques qui avaient été employées par Michael Jackson au départ. On voyait des gens chanter et enchaîner, tous des visages très différents. Et alors, lui, il a utilisé le morphing, Jean-Baptiste Mondino, mais en l'étirant le plus possible. C'est-à-dire que le visage c'était mon visage et celui de ma compagne de l'époque, mais ça se modifiait très, très, très lent, sur la longueur, quoi. Et donc, c'était très étrange parce qu'on voyait d'un seul coup les choses petit à petit apparaître. Et puis, mais c'était un clip, oui, qui était, en plus, qui évoquait sur comment dire, l'intériorité, la double personnalité qu'on peut avoir, etc. Donc c'était une mise en image vraiment très réussie, quoi. Et il se trouve aussi que vous aviez à l'époque un ennemi, les maisons de disques, parce qu'il vous est arrivé ce qui est arrivé à Brel, à Sardou, à Nougaro, à quelques autres. Vous n'étiez pas assez rentable, on vous a jeté. Oui, voilà, mais c'était annoncé quand même d'une certaine manière, parce que on sentait que l'époque bougeait, que les modes d'utilisation de la musique évoluaient, et effectivement le CD était en train de chuter, les ventes de CD chutaient, donc les maisons de disques gagnaient moins d'argent, et de ce fait, il fallait qu'elles soulagent aussi leurs frais. Ouais. Donc c'était une partie beaucoup de personnel ont été mis dans des charrettes. Il y a eu évidemment des cas de mise au chômage, hein. Et puis des artistes comme moi, on nous a rendu nos contrats, voilà. Mais vous êtes débrouillé tout seul, puisqu'il y a eu dans les Beaux Yeux de l'Or, qui a été aussi un vidéoclip récompensé aux victoires, un concert surprise au Jardin de Luxembourg qui a étonné tout le monde. Ça, oui, on a utilisé ce concert pour faire une captation. C'est la première fois que je travaillais avec François Godgober, qui a réalisé mon dernier clip aussi. Et là, on a joué sur la surprise, parce qu'on a improvisé un concert sans l'annoncer. Et puis on avait un peu des caméras partout, et on voyait les gens étonnés, curieux de voir ce qui allait se passer.
Voilà, et le public s'est constitué comme ça au fur et à mesure. Et puis après, quand je suis monté sur scène, ils me ont découvert que c'était moi qui étais là, quoi. Mais vous auriez pu devenir un musicien classique et vous avez suivi la voie que Gérard Calvi, qui a composé les Broquignoles, et Marguerite Monod, les chansons de Piaf, ont pris. C'est-à-dire que pas question de faire du classique ou la Villa Médicis, mais d'aller dans le jazz ou les variétés. Oui, parce que c'est une musique qui bouge, qui est en mouvement, qui est vivante. Voilà, la musique écrite par d'autres, elle est formidable, mais c'est toujours bien de participer à ce que la musique continue de vivre et d'évoluer. Donc oui, c'est une musique qui est inscrite dans nos vies, alors que l'autre, elle est là pour nous ramener au passé, quoi. Ouais. Eh ben, on va pas parler du passé, mais du présent et du futur, avec une autre date, le 22 mars 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Chamfort. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alain Chamfort. 22 mars 2024, le retour enfin, après 6 ans d'absence, un nouvel album qui porte le titre d'une des chansons, l'impermanence. J'y arriverai. L'impermanence. L'impermanence en permanence, c'est une violence en permanence, l'impermanence. L'impermanence, voilà un titre nouveau, un mot nouveau dans le vocabulaire. Ah oui, moi je le connais depuis un petit moment, mais c'est un principe, un concept bouddhiste, voilà, qui est de prendre en compte que tout est tout le temps en mouvement, que tout est en évolution, que tout est jamais en tout cas figé, jamais stabilisé, jamais arrêté. Donc et c'est valable pour tout ce qui constitue nos vies. Pour aussi la relation amoureuse, dans les sentiments, on possède rien, tout est histoire de passage. Voilà. Mais c'est votre cas aussi, car vous n'avez jamais fait 2 fois la même chose. Et ce 16e album, encore une fois, c'est nouveau sur le plan musical. Vous avez encore évolué et cherché d'autres pistes, Alain Chamfort. J'espère, oui. C'est ce que c'était le but, en tout cas au début. Après, c'est pour ça que je l'annonce comme mon dernier album, parce que je trouve que faire beaucoup, c'est 10-12 titres comme ça qui doivent être conséquents, enfin qui doivent surtout être cohérents les uns par rapport aux autres, et pouvoir être assemblés, et pouvoir être écoutés dans une suite logique. C'est quand même un sacré, beaucoup de travail, si on veut le faire bien. Et puis je trouve qu'on arrive à une époque où c'est un peu décalé, quoi, par rapport à la façon dont les gens écoutent la musique. Hein. Je trouve pas qu'on ait forcément le temps ou l'envie maintenant de s'installer devant une chaîne de disques pour passer 1 heure ou 50 minutes avec quelqu'un. Voilà, on picore, on va sur les plateformes, on se constitue des playlists, etc. Donc, je me disais, moi, à mon avis, l'album n'est plus indispensable. Donc, c'est comme ça que j'ai engagé celui-ci, en me disant, ça sera le dernier. Et donc, on a travaillé aussi pour que son contenu justifie le fait que ce soit le dernier. Oui, en même temps, c'est beaucoup de mois de travail. Oui, ça joue ça fait 6 ans. Il faut un album, quoi, c'est 10 mois, 1 an, 2 ans. Oh, ça a été même plus long parce qu'il y avait le Covid, là, il y a eu tout ça, donc c'est cette mise à l'écart. Et puis j'ai testé aussi des collaborateurs. J'ai pas toujours trouvé les bons tout de suite, donc il fallait essayer, avancer ensemble, se rendre compte que c'était pas la bonne solution, passer à d'autres. Enfin, voilà. Et puis comme j'étais sans maison de disques, ça me permettait aussi de prendre un peu de temps. Puis par contre, j'ai eu des collaborateurs qui étaient là depuis le début, qui sont Julien Delfaux et Johan Dalgarn, qui étaient vraiment la base, qui sont restés du début à la fin, et qui ont créé cette espèce de lien quand même dans le travail, quoi. Alors, et vous avez aussi innové parce que la sortie s'est déroulée en plusieurs phases. Il y a une première vague avec quelques titres dévoilés, dont celui-ci. En terrasse, on tourne le whisky glace, sans même la laisser fondre. Et en
whisky glace, le whisky que les humoristes appellent le jus de la treille de la vieille Écosse. Et ce disque, cette chanson est sortie avant les autres. Oui, parce que c'est tiré d'un travail, d'une collaboration avec Sébastien Tellier. Voilà, on est amis avec on a un ami en commun et Sébastien avait fait part d'un souhait de travailler avec moi. Donc, quand ça m'est revenu aux oreilles, je me suis dit, oh, c'est chouette parce que moi, j'aime bien ce qu'il fait. Et donc, on s'est rencontrés, et on a travaillé assez rapidement. Et on avait 4 chansons comme ça assez rapidement. Et on a eu envie de les sortir. Et donc, on a sorti ça sur une forme d'EP. Et une des chansons sera celle qu'on vient d'entendre. On la retrouvera sur l'album, quoi. Mais c'était une espèce de truc très improvisé qui n'était pas du tout organisé à l'avance, et juste une espèce d'un travail dans l'énergie comme ça et dans la complicité. Ouais. Sébastien Tellier, il a plusieurs idoles, dont Salvador Dali et Antonin Artaud. Et Antonin Artaud a donné un jour une conférence, sa dernière conférence au Vieux Colombier, devant un jeune spectateur qui a été fasciné et qui a dit cette forme d'humour, je vais la développer. C'était Raymond DeVos qui débutait. Ah oui. Alors, il se trouve que cette première chanson est sortie et que pour cet album, vous avez proposé des idées à plusieurs personnes. Vous avez travaillé en gérant tout ça. C'est-à-dire que les idées sont importantes au départ. Oui, quand on a une idée de sonore, là on parle plus de son qu'autre chose. C'est-à-dire que après le travail des thèmes des chansons, c'est avec Pierre-Dominique Burgot, qui sont des conversations qu'on a ensemble, et puis d'un seul coup, il reprend un bout et il me propose de le développer dans une chanson. Voilà. Mais pour le côté sonore, ça c'était quelque chose que j'avais en tête, et j'avais besoin de rencontrer des gens qui m'amènent à ce son-là, et parce que c'est des choses que je maîtrise pas moi. Donc, vous savez, au départ, on parlait d'arrangement. C'est-à-dire qu'on se disait, on va mettre une formation de cuivre et puis on va la mélanger avec une guitare acoustique. Et voilà, on avait des associations d'instruments. Et aujourd'hui, c'est surtout des gens qui créent du son de manière totalement technologique, quoi, avec des synthétiseurs, des appareils de compression, et des appareils de distorsion, ce qui fait qu'à un seul coup, on ne sait plus quel instrument joue, mais ça fait des couches comme ça un peu étranges, mais qui créent des atmosphères. Et c'est un peu comme une peinture, quoi. Vous travaillez avec des sonorités et quand vous les avez en tête, et pour arriver à les finaliser, il faut faire appel à des gens qui vont réussir à comprendre ce que vous voulez et vous amener au résultat que vous souhaitez, quoi. Mais j'ai l'impression, Alain Chamfort, que votre exigence s'est développée encore plus au fil des décennies. Disons que plus on a expérimenté de choses, la route reste... elle est quand même limitée. On voit nos capacités, on les voit aussi s'arrêter à un moment donné, se limiter. Donc, mais surtout l'idée, c'est de ne pas refaire ce qui a été fait avant. Ce que j'ai, en tout cas, moi, proposé dans mes enregistrements précédents. J'avais pas envie de faire un album d'Alain Chamfort réchauffé et peut-être moins bien que le précédent. Donc, j'avais mis un petit peu le niveau assez haut, et j'espère qu'on l'a respecté, quoi. Le pari est gagné, et exemple, cette chanson, L'Apocalypse heureuse. Attendre un bras ouvert, me laisser glisser vers l'apocalypse heureuse, pareil pour l'apocalypse heureuse. Alors là aussi, vous innovez dans le spectacle, puisque vous allez donner des concerts pas comme les autres. Il y en a plusieurs de prévus à Paris et dans toute la France, et des concerts qui sont des concerts où vous racontez votre vie. Un petit peu comme on fait là, oui. Et on fait ça sur scène, quoi. C'est-à-dire que j'ai demandé à Vali, l'ex-chanteuse de Chagrin d'amour, de bien vouloir m'accompagner sur scène. Donc, on a un petit coin de la scène qui est organisé comme un petit studio, un petit salon, quoi. Et on converse tous les deux. Donc, je vais raconter ma vie en long et en large pendant des jours et des jours. Et puis, elle extrait, comme ça, en fonction des soirées, des questions qu'elle a envie de savoir, pour amener la conversation face au public, et que ce soit pas toujours la même chose, puisqu'on a besoin aussi de rester sur quelque chose d'un peu improvisé et de garder une fraîcheur. C'est pas quelque chose qu'on apprend par cœur et qu'on récite à chaque fois, vous voyez. Donc,
Donc voilà, et puis on parle de thèmes, d'étapes comme ça de ma vie, de professionnelle bien sûr principalement, et régulièrement je me mets au piano. J'ai un musicien aussi qui est Vincent Bidal, qui est mon pianiste, et on illustre par les chansons dont on a évoqué l'écriture ou la période, etc. Et donc c'est un spectacle qui est aussi entre la discussion et puis les chansons. Voilà. Oui, et en même temps, ça permet de toucher une nouvelle génération qui ne connaît pas forcément votre vie et qui est dans la salle, car vous touchez les jeunes aujourd'hui. Alors ça permet aux gens de connaître un petit peu mon trajet, oui, de voir pour ceux que ça intéresse, hein, évidemment, mais de voir un petit peu mon truc. Il est un peu atypique, quoi. Mon parcours, il est pas banal, quoi. Donc, je le confirme. Donc voilà, ça permet d'avoir de passer de la conversation aux chansons et d'alterner comme ça, et comme ça on s'ennuie pas, quoi. Des anciennes chansons, mais aussi des nouvelles, comme celle-ci, qui correspond exactement au contraire de votre personnalité. Tout au fond de nos crânes, vanité, vanité, on lit en filigrane, vanité, vanité. Vous êtes exactement le contraire de la vanité. Oh, non, je pense pas. Je pense qu'on a tous des vanités, elles sont différentes. Elles s'observent peut-être moins, elles sont moins criardes. Mais je pense que je dois avoir de la vanité, il n'y a pas de raison. Hein. Vous avez toujours été très discret. Mais oui, enfin, disons que j'ai une espèce de pudeur, et puis de timidité, d'introversion, qui font que je m'étale pas, quoi. Voilà, si on me demande pas de me raconter, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va imposer sa vie aux autres. Je veux dire, j'essaie de rester un peu discret. Et en même temps, si j'ai aucune vanité, je ferais pas ce métier-là, quoi. Donc, oui, c'est un savant dosage. Alors, cette discrétion, vous allez quand même raconter votre vie. Alors, je précise que c'est au Point éphémère le 6 juin et au Trianon à Paris le 2 décembre. Déjà de date, il y en aura d'autres parce que vous n'êtes pas le genre à ne faire que de date. On fait des spectacles différents. Le premier dont on parlait tout à l'heure, ça s'appelle conversation musicale, c'est-à-dire qu'il y a à la fois conversation et chanson, et il y aura d'autres concerts qui seront des plus classiques, des concerts vraiment pour révéler l'album, pour défendre l'album avec un groupe, et puis voilà, où je parlerai beaucoup moins, mais où je me contenterai de chanter. Ouais, vous pouvez faire les deux sans problème. Et puis vous allez aussi ressortir petit à petit toutes vos chansons de vos catalogues, parce que c'est important de continuer à les faire vivre. Bien, disons que j'ai trouvé des partenaires que ça intéressait, et donc effectivement on va rééditer tous mes albums qui n'existent plus dans le commerce, et voilà, on va les ressortir avec des versions originales, les vinyles, enfin je sais pas, tout ce qui est possible, quoi, avec l'iconographie d'origine, enfin tout ça, et d'essayer de les proposer de nouveau pour les gens que ça intéresse, une fois de plus. Oui, mais vous mesurez, quand vous réécoutez ça, la dimension de votre parcours, tout ce que vous avez fait en 50 ans, Alain Chamfort. Bah oui, j'en ai fait moins que vous, hein, je veux dire, mais si vous voulez, chacun fait. Parce que finalement, j'ai 15, je sais pas, 15, 16 disques, enfin au maximum. C'est le 16e là, oui. 16e, voilà, c'est quand même pas, pour 50 ans, c'est pas grand chose, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a des gens qui ont été beaucoup plus prolixes que moi. Après, ce que j'essaye, c'est de faire des albums qui se tiennent et qui sont pas des albums de remplissage, et que chaque chanson mérite d'être exposée. Donc, voilà, au moins j'ai l'impression que mes albums sont assez solides, quoi. Enfin, il y a un peu, voilà, il y a une certaine exigence de contenu, et c'est pour ça qu'ils sont peut-être moins nombreux. Voilà. Voilà. Mais quand vous dites que vous faites votre dernier album, ok, je le conçois, mais ça va pas vous empêcher de faire d'autres chansons? Ah non, justement, il y a des formes de supports différents. Il y a les EP, comme je fais avec Sébastien Tellier, sur lequel il y a que 4 titres. Et puis on peut, je sais pas, imaginer, après ce sera des collaborations, je sais pas, il y a plein de choses à imaginer, et puis la scène aussi, donc non, je mets un terme à l'enregistrement d'album, quoi. Voilà, et ben écoutez, ça justifie presque le titre d'une chanson, parce qu'on avait peur que vous partiez, tout s'arrange à la fin. Mais pour autant je ne perds pas confiance en ma bonne étoile, je me dis tout s'arrange à la fin. Quand ça devient trop dur, je peux m'appuyer. Tout s'arrange à la fin, mais ça va continuer parce que, donc on a cité le Point éphémère le 6 juin, le Trianon le 2 décembre, une tournée en France. Vous n'êtes pas du genre à arrêter. Non. Et puis tant que je dis, c'est comme dit la chanson, hein, tant que ça continue, c'est que c'est pas la fin, quoi. Donc, voilà.
Mais vous envisagez un jour de rester chez vous, dans votre maison à Paris ou à Deauville, en Normandie? Oh bah, si j'y suis obligé, oui, je ferai comme tout le monde, mais sinon, je trouve que non, on a une activité qui est quelque chose qui nous régénère, qui nous permet de trouver une énergie, de nous enrichir, de continuer à être curieux, de rencontrer des gens, tout ça. Pourquoi voulez-vous qu'on ait envie d'arrêter ça? C'est pas normal, non? Non, on est bien d'accord. Voilà, restons normaux, continuons à vous écouter avec Voilà. cet album. Rendez-vous au Point éphémère le 6 juin, au Trianon le 2 décembre et dans toute la France. Merci Alain Chamfort et Merci à vous, Jacques. Merci. continuez à innover ainsi. Ah, on va essayer. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.